Bien, bonjour. Je suis Éric Caspers, membre de la DFCG, président de la DFCG des Hauts-de-France. Les personnes que vous voyez avec un visuel sont nos intervenants. Donc, en tout cas, pour moi, honneur aux dames. À ma droite, je ne sais pas si c'est le cas pour vous dans votre impression, on a Marie-Hélène Pébel, qui est la présidente nationale de la DFCG. Bonjour à tous. Voilà. Encore à droite de Marie-Hélène, on a Diane Queneau de Credit Safe qui est présent. Et j'ai pour moi, en bas à gauche, Laurent Kosinski qui représente Milo, puisque nous sommes honorés de vous avoir dans ce webinaire qui a la particularité d'agréger les compétences et talents de trois marques, une communauté de directeurs financiers et du contrôle de gestion, Credit Safe et Milo, pour vous parler de notre premier baromètre sur le cash. Alors, vos micros et caméras sont coupés. Vous avez le fil de conversation qui vous permettra d'interagir avec nous. Donc, je lance le PowerPoint puisque nous avons un point d'honneur à tenir l'horaire, et c'est-à-dire de vous libérer à midi au plus tard. Donc, selon le rythme, on aura 3/4 d'heure de présentation, 1/4 d'heure de questions-réponses. Si finalement on met un peu plus de 3/4 d'heure, on réduira la partie questions-réponses. Alors, partage. Hop. Donc, normalement, vous avez le visuel qui apparaît. Hop. Donc, ce qu'on attend de ce temps d'échange entre nous, c'est d'essayer de tirer les enseignements donc, de ce baromètre du cash, de regarder en quoi vous, participants provenant de directions financières d'entreprises de toute taille, quel levier vous pouvez obtenir, disposer pour protéger votre trésorerie, bien identifier vos risques et faire attention à la fraude qui devient compliquée. Donc, je vous ai présenté Diane et Laurent pour Credit Safe et Milo. Le sommaire que nous vous proposons en 6 points, donc définir les grands enseignements, faire avec Milo un focus sur la fraude, passer la parole ensuite à Credit Safe pour montrer comment le travail sur les data, vos data ou les données qu'on peut vous mettre à disposition et l'intelligence économique peuvent vous permettre de piloter vos risques. Un temps de questions-réponses et conclusions et perspectives. Donc, sans plus attendre au titre de l'introduction, en quoi avons-nous un paradoxe en France? On a un paradoxe parce que la trésorerie progresse pour l'ensemble des entreprises sur 3 ans, donc plus 40%. Donc on pourrait se féliciter, mais en même temps, nous avons un record historique de défaillance avec plus de 76 000 entreprises touchées à fin 2024, ce qui doit nous interpeller. Les PGE sont très loin derrière nous, donc on rentre dans le dur. Autre élément important à mesurer, c'est que
il fut un temps où l'ingénierie sociale pour la fraude au président touchait les grandes entreprises, et de plus en plus, aujourd'hui, la fraude prend de nombreuses formes, mais surtout va toucher les PME et les ETI. Vous voyez le chiffre, hein, 80% des PME et ETI sont dorénavant touchés par la fraude, donc ça commence à devenir interpellant, et surtout se poser la question de comment nous allons pouvoir y faire face, ou comment nous pouvons aider ces entreprises face à ces nouveaux risques. Donc CreditSafe est un acteur mondial sur la data. Damien Barthélémy, dont vous voyez la citation, est le directeur général pour la France. Donc il résume bien, entre guillemets, le paradoxe, hein. Jamais les trésoreries n'ont semblé aussi solides. Donc en apparence, tout va bien, mais et jamais les entreprises n'ont été aussi exposées. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment finalement les trésoreries se sont maintenues, et surtout comment s'en protéger. Donc pour nous, vous voyez, d'un côté la méthodologie, de l'autre côté les objectifs. Donc 3 objectifs sur ce baromètre, hein, c'est la première édition. C'est comprendre l'évolution du cash et de la trésorerie, hein, donc de comprendre comment elle s'est générée, comment elle évolue sur les différents secteurs d'activité pour en tirer des enseignements. La fraude ayant des conséquences financières pour l'entreprise et réputationnelles, c'était important de comprendre comment ce risque et les signaux faibles que l'on peut identifier sont à notre disposition, et en principe de vous permettre d'identifier les leviers de sécurisation et d'optimisation pour 2026, hein, puisqu'on est en fin d'année, sur la trésorerie. Donc sur la gauche, vous voyez la méthodologie qui a été retenue. Donc prendre des datas les plus récentes possibles sur la trésorerie des entreprises, le concours de CreditSafe et de Milo pour nous apporter des datas sur la santé, la trésorerie, les techniques de fraude. Ce baromètre est complété par un quiz auquel ont répondu 60 entreprises au travers de leur direction financière dans tout le panel qui nous intéresse, PME, ETI et grands groupes. Et donc, on remercie le travail à 3 de Milo, CreditSafe et de l'ADFCG pour cette première édition. Au titre du contexte, on a la notion de permacrise, hein. Rappelez-vous, depuis 2022, permacrise, c'est la réunion de permanent et de crise, donc une vie dorénavant instable pour les entreprises, et donc l'impact sur le cash. Donc deux points qui nous intéressent aujourd'hui, c'est d'intégrer le fait que dans nos prévisions, l'inflation devient persistante, que les marchés sont volatiles, et là où on nous disait que c'était conjoncturel, on se rend compte maintenant que la volatilité est structurelle, donc est devenue permanente, et qu'il faut l'intégrer dans nos réflexes. Des tensions géopolitiques, hein, qu'elles soient avérées en termes de guerre ou qu'elles soient dans les bras de fer entre Donald Trump aux États-Unis et la Chine, un impact direct sur les chaînes d'approvisionnement, hein. Par moments, ça fait peur. Ces derniers temps, c'est les terres rares qui font l'objet d'un chantage entre la Chine et les États-Unis, avec pour conséquence, hein, donc une montée
simultanée, des défaillances d'entreprise, presque 20%, 19%, des retards de paiement, donc de la part de vos clients, une pression accrue sur les marges, donc ce qui veut dire que le résultat va s'en réduire, et des fraudes qui sont devenues systémiques, donc permanentes, hein. Pour rappel, les 85% des PME et ETI touchés, ce qui est vraiment très, très nouveau et très important. Donc, si on rentre toujours, hein, au titre de l'introduction sur le paradoxe du cash, hein, on a des trésoreries solides, mais en réalité, c'est une position défensive, hein. Vous voyez, 40% de progression de celle-ci. Mais cette hausse repose sur trois items. Donc, stratégie défensive avec le gel des recrutements et la baisse des investissements. Et donc, ça, pour vous comme pour nous, c'est deux profits warning, hein, puisque si on a moins de recrutement, on a moins de consommateurs. Si on a moins d'investissement, on est en train d'obérer l'avenir. Un report du risque sur les partenaires, hein, réflexe habituel des entreprises, travailler ses fournisseurs pour les payer un peu plus tard, et donc tout le système en est touché, et une fragilité qui devient réelle, puisqu'on a, malgré la progression de 40% des trésoreries, 31% des entreprises qui se situent en tension de trésorerie. Donc, le cash, certes, progresse, mais pas la vitalité, hein, au travers des marges. Et donc, finalement, c'est une trésorerie de précaution. Ce n'est jamais des bonnes nouvelles. Donc, pour regarder l'étude maintenant au titre des grands enseignements de ce baromètre, hein, je garde un peu encore la parole. Donc, sur la santé financière et la trésorerie, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un cash, bien évidemment, sous tension, donc en apparence de la solidité, mais dans la réalité des fragilités. Ça se traduit par ce graphique. Donc, ce graphique est en millions d'euros et ventile les trois tailles d'entreprise, grande entreprise, ETI, PME, je mets un peu de côté les TPE, sur les trois années. Donc 2023 est même encore plus précautionneux pour les trésoreries que l'était l'année 2024, mais la tendance est donc bien en progression. Honnêtement, je plains les ETI et les PME quand vous voyez la médiane de trésorerie qui dépasse à peine 2 millions d'euros pour les ETI et quelques centaines de kilos d'euros pour les PME. Ça doit réellement nous interpeller sur le besoin d'être hyper attentif. Donc, 16% donc, des entreprises présentent un risque élevé de défaillance sur 12 mois. Donc, 16%, c'est énorme aujourd'hui, hein. Les 40 et les 31%, je l'ai déjà évoqué. 76 000 défaillances, donc en augmentation de 20%. Donc, c'est important. Et si vous croisez le niveau de trésorerie qui est faible pour les ETI et PME, on comprend mieux que 8 entreprises sur 10 qui sont défaillantes finissent liquidées. Donc vraiment, le cash est roi, et il faut vraiment être attentif et éviter toute dérive possible. Donc, focus sur les délais de paiement, hein, la France ayant une spécialité, entre guillemets, de jouer sur le crédit fournisseur, donc des tensions entre les entreprises.
Ça se traduit comment? Un DSO, hein, donc le délai moyen de paiement des créances clients de 62 jours. Donc, quand on est à 62 jours, donc quand on est à plus de 60 jours, hein, c'est que ça commence à devenir une difficulté, hein. Il y a le seuil 0 à 30 jours et le seuil 31 jours à 60 jours qui sont la norme et un début de tension. Et quand on dépasse 62 jours en moyenne, on sait qu'on va au-devant d'ennuis, puisque toute créance qui n'est pas encore recouvrée et qui vieillit euh, va entraîner vraisemblablement des difficultés pour recouvrer, d'où les deux sont, à mon sens, étroitement liés. Plus 8% de litiges commerciaux. Donc, c'est aussi une des techniques que les entreprises utilisent pour payer avec retard. Et 14% de ces litiges sont faits avec les grandes entreprises. Donc, ceux qui ont les plus hauts niveaux de trésorerie sont ceux qui utilisent les compétences juridiques et contractuelles pour ouvrir des litiges. Donc, attention à ces trois indicateurs et ces enseignements pour être très attentif. Donc, au-delà de l'allongement des délais de paiement, la peur, c'est l'effet domino, hein, et donc la contagion aux PME et aux sous-traitants pouvant entraîner des défaillances. Pardon, voilà. On a lié dans ce baromètre la fraude qui est devenue, puisque la plupart du temps, vous connaissiez les fraudes comptables, mais à la fin, tout dispositif de fraude a des conséquences en termes de cash, et quand la trésorerie est étendue et que les menaces s'étendent sur les PME, il était important de regarder de près ce qu'il en est. Donc, on a vu en introduction que la fraude devient finalement un mécanisme systémique, donc permanent, et qui touche l'ensemble des tissus économiques, hein. Je vous ai rappelé que les grandes entreprises à l'origine, 440, SBF 120, étaient les cibles des nombreuses fraudes, mais depuis de nombreuses années, les PME et les ETI se trouvent de plus en plus concernés. Et voyez qu'entre 2020 et aujourd'hui 2025, on est passé de 60% des PME et ETI qui ont subi au moins une tentative de fraude à 85% aujourd'hui. Donc, entre guillemets, personne n'échappe à une tentative de fraude quand on est maintenant à 85%. Et point encore plus cruel, c'est que 41% des directions financières nous ont dit ne pas disposer d'un plan d'urgence en cas de fraude. Donc, si vous avez une fraude avec un faux IBAN et qui s'est substitué sur un de vos fournisseurs que vous devez payer, donc si vous n'avez pas de plan d'urgence, les prochains paiements risquent encore de creuser votre trésorerie, puisque ce n'est pas votre fournisseur qui est payé, c'est le fraudeur qui a réussi, par exemple, à rentrer dans vos systèmes. Donc, les directeurs financiers ont encore beaucoup de choses à regarder sur cette partie-là. Donc, pour rentrer dans le détail de ce qu'est ces nouvelles formes de fraude, je passe la parole à Laurent Kossinski, qui n'est pas le président de la DFCG des Hauts-de-France, c'est moi, mais qui est le directeur général de Milo. Je te prie de m'excuser, Laurent, pour cette erreur typographique, et je te passe la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous.
L'idée là, c'est de parler de fraude. Donc, comme Eric le disait, les taux augmentent et la fraude, ce n'est plus exclusivement de la fraude au président pour les grands groupes. Alors, évidemment, on a tous en tête, alors comme on est une entreprise du Nord, on a en tête Kiabi et sa fraude à 100 millions. On pense aussi à quelques fraudes au président, et là on se dit, oui, mais je connais quelqu'un, mais maintenant on est globalement protégé de ce genre de choses. Euh, eh ben, pas du tout. D'abord, la fraude, euh, il y en a de plus en plus, elle touche tout le monde, tous les types d'entreprises, et avec un sujet clé qui est pourquoi ça vous touche, et on parle de cash management, c'est que finalement, il n'y a pas de meilleure fraude que celle qui touche le cash. En fait, frauder des trucs qui n'ont pas de valeur marchande derrière, ça n'a aucun intérêt. Et finalement, récupérer du cash directement, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et des fraudes, on va en avoir de beaucoup de nature, mais d'abord, qu'est-ce qui la favorise? Il y a un sujet d'absence de répression sur la fraude. Euh, et puis, il y a une facilitation de la fraude. Et en particulier, évidemment, on ne peut pas oublier l'IA, donc l'IA générative, qui fait que pendant très longtemps, on se disait, on a des outils qui marchent sous les contrôles de pièces d'identité ou les contrôles d'IBAN. Euh, mais globalement, l'IA permet d'industrialiser de la fraude. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup plus de fraudeurs, mais les fraudeurs peuvent faire des campagnes de masse et donc, on peut faire de la fraude qui devient rentable, même sur des petits montants. Et donc, ça va toucher évidemment des fournisseurs, donc un changement d'IBAN. Euh, donc, c'est pas forcément lié à un collaborateur, ou c'est aussi de la fraude sur les paiements des salaires, par exemple. Et donc, une somme de petites choses qui sont pas forcément dramatiques, mais mises bout à bout, représentent un vrai risque pour l'entreprise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, comme le disait Eric. 62% des directions financières constatent une hausse des attaques. Et la question, c'est qu'est-ce qu'une attaque? Parce qu'il y a celles qu'on voit en première intention. Ensuite, on voit celles qui sont au long cours. Par exemple, dans l'automobile, pour faire une bonne fraude, maintenant, les fraudeurs payent les premières mensualités pour pouvoir avoir d'autres voitures après plus facilement. Et donc, c'est plus de la fraude à un coup, c'est du billard à plusieurs bandes. Et ce qui ressort vraiment du baromètre aussi, et donc des interrogations qu'on a faites, c'est que la plupart des directions financières se disent insuffisamment préparées et n'ont pas de plan d'urgence. Donc voilà, ça c'est vraiment le point. Et comment y répondre? Donc il y a l'IA. Euh, L'Elias, pareil, c'est facile d'avoir l'alias de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on usurpe une entreprise, on va usurper aussi un expert comptable, un notaire, un avocat. Donc, la fraude, pardon, est vraiment protéiforme. Et la clé, c'est d'être très vigilant. Et on va le voir ensuite avec Credit Safe également. La clé, c'est de savoir comment utiliser la data et s'assurer que cette data est une data qui est fiable et pas une data qui est euh, falsifiée ou autre. Et donc ça, c'est vraiment le point avec deux choses, et c'est ce qui est noté là, hein. 10% des fraudes, c'est ce qu'on mesure chez Milo, concernent l'usurpation de l'identité de vrais dirigeants. Aujourd'hui, rien de plus simple. Vous allez sur LinkedIn, vous savez que Laurent Kosinski est le président de Milo. Vous vous créez une adresse mail, un numéro de téléphone, vous avez le cabis directement sur Infogreffe pour quelques euros. Donc tous les documents sont vrais, sauf qu'en fait, vous avez une usurpation de l'identité de la personne. Et comme en fait, il n'y a pas de contrôle des pouvoirs, etc. aujourd'hui, c'est extrêmement simple de frauder. Et ensuite, c'est l'application des procédures qui est quand même un sujet. On a beau l'avoir prévu, écrit, tous les collaborateurs au quotidien ne sont pas forcément super attentifs. Donc, on peut continuer, mais vraiment ce qu'on veut dire là-dessus, c'est ce sujet de la data. Donc d'abord, la technologie aujourd'hui permet de faciliter la confiance. Donc détecter en temps réel les signaux faibles. euh, eh ben, Signaux faibles, je vous le disais, on est capable aujourd'hui de savoir si un numéro de téléphone appartient vraiment à la personne, si l'adresse, le nom de domaine appartient bien à l'entreprise. Quand vous recevez un mail d'un de vos fournisseurs ou de quelque chose qui ressemble à votre fournisseur, mais il y a une lettre d'écart ou un .fr au lieu d'un .com. Si l'adresse a été créée 2 jours avant,
il y a de fortes chances que ce soit une escroquerie. Ça, ce sont des choses que la technologie aujourd'hui permet. Ensuite, c'est l'analyse comportementale et documentaire renforcée. Euh, Vous connaissez, c'est pas Mail Diamond, donc par exemple, on parlait des IBAN, hein, et en plus, là, nouvelle réglementation depuis début octobre, la banque est censée vérifier à qui on fait les virements. Donc vous dites, bah, c'est bon, là maintenant je suis tranquille. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plutôt simple, avec un certain nombre de documents, d'aller ouvrir un compte dans une banque qui est peut-être un peu moins regardante sur le KYC, donc la connaissance de ses clients, euh, ou qui n'est pas couverte par CEPA-Mail Diamond. Donc par exemple, je vais Conto, pour ne pas les citer. Je vais aller chez Conto, je vais ouvrir un compte qui va être au nom de la société, Milo, sauf qu'en fait derrière ce ne sera pas Milo. Et ce compte va servir de compte de mule financière pour faire transiter des flux et ensuite les envoyer à l'étranger. Et là, c'est perdu. Donc, et les outils, on en parlait avec la DFCG et avec CreditSafe, c'est qu'il y a certains outils qui étaient fiables il y a 2, 3 ans, puisqu'on pouvait vérifier qu'un document était altéré, sauf qu'aujourd'hui, quand ils sont créés par l'IA générative, eh ben, ça ne le détecte plus. Et donc, les parades d'hier ne sont pas les parades d'aujourd'hui et pas celles de demain. Donc, les fraudeurs sont pleins d'ingéniosité. Voilà, et l'enjeu, c'est vraiment la collaboration et les alertes intelligentes. Il n'y a pas un outil magique. Et nous, on croit beaucoup au fait de partager. Par exemple, on a créé une base de sociétés frauduleuses. Donc, vous ne savez pas chez qui et pour combien, mais voilà, et le fait de partager est important. Parce que les fraudes à l'entreprise sont assez sophistiquées, elles sont compliquées à mettre en œuvre. Et généralement, ceux qui le font bah, vont vouloir le rentabiliser en fraudant beaucoup d'entreprises en parallèle. Et donc, le sujet du savoir-faire en commun ou du partage d'informations, et c'est pareil sur la santé financière, comme ça je fais le lien aussi avec CreditSafe, il y a vraiment ce sujet détecter, analyser, alerter en interne, alerter en externe. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre sur la fraude. Et aujourd'hui, voilà, par rapport aux résultats de cette étude, c'est n'hésitez pas à demander comment font les autres, parce que c'est en partageant les bonnes pratiques et les bons outils qu'on peut se prémunir. On est au bon endroit avec la DFCG et vous, puisque c'est un réseau de financiers. Donc, merci de cette transition. Et si on veut partager, il faut connaître ces datas, ce qui va nous donner l'occasion d'écouter Diane Queneau, donc la directrice marketing de CreditSafe, qui va vous introduire le chapitre 4, donc votre data, la data et l'intelligence économique, afin de piloter le risque. Merci de ta contribution, Diane. Merci Eric, merci Eric. Donc effectivement, donc CreditSafe est un fournisseur de données. Nous collectons énormément d'informations qui nous permettent de pouvoir les analyser et donc créer des programmes pour accompagner les entreprises face à différents risques. Alors on parle beaucoup du risque de fraude, risque de défaillance. Donc on met l'accent là-dessus. Effectivement, il y a une augmentation des défaillances en France hein, qui a été constatée où on a passé la barre des 70 000. En tout cas, en 2024, ce qui est un chiffre record. Si on regarde les évolutions sur les 10 dernières années, le chiffre record était était à environ 63 000 en moyenne. Là, clairement, on a fait un bond. Alors, il faut aussi regarder aussi les créations, parce que c'est vrai que les créations d'entreprises sur des micro-entreprises ont fortement augmenté en 2023 et 2024. Donc, il y a aussi, c'est un paramètre à prendre en considération dans les défaillances. L'arrière-Covid a fait qu'il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. Mais néanmoins, les faits sont là et les risques aussi. Euh, Puisque 5,3% hein, des entreprises françaises affichent un risque avéré avec un comportement frauduleux. Donc, on a un certain nombre d'informations que l'on collecte aujourd'hui qui nous permettent de créer cet indicateur qu'on a appelé exception, qui nous permet de scorer comme ça le profil frauduleux, le comportement voilà, frauduleux d'une entreprise, d'un dirigeant
Euh, on a différents hits. Par exemple, je peux penser effectivement sur une entreprise dont l'objet social, c'est l'industrie et qui n'a pas de stock. Ou alors qui publie trois années de suite en un mois. Voilà. Ou alors des chiffres qui sont des hauts au lieu que ce soit des zéros. Là où je rejoins effectivement Laurent, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre en considération les nouvelles technologies parce que ces parades-là, qui étaient des outils qui nous permettaient de détecter la fraude jusqu'à présent, comme les technologies évoluent, il faut aussi que nous, on intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans les fonctionnalités des solutions qu'on propose, mais également dans le traitement de nos données ou la construction, effectivement, des indicateurs et des scores. Voilà. 16% des entreprises présentent donc un risque de défaillance élevé à 12 mois. Ça, ce sont des choses que l'on communique et que nous accompagnons nos entreprises depuis l'année prochaine. Nous aurons 20 ans d'ailleurs. Donc, ce sont des choses qui sont maîtrisées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la donnée, on la voit plus du tout comme un support, un outil, on va dire. C'est réellement un bouclier. C'est effectivement la phrase clé de notre direction marketing aujourd'hui et que je partage tout à fait cette vision, c'est que aujourd'hui la donnée a toujours été très importante, mais là, elle le devient encore plus. Voilà. Donc, on peut peut-être passer sur la slide. Avec plaisir. Voilà. Alors, effectivement, les entreprises, elles doivent faire quoi? Il y a des verbes d'action à mener, enfin, en tout cas, à faire. Il faut mesurer, qualifier et anticiper. Là, aujourd'hui, on a regardé un petit peu le risque de comportement frauduleux. 5,3% des entreprises présentent donc un niveau de risque très élevé, enfin élevé, ou d'une fraude avérée. Et on a ventilé sur certains secteurs d'activité. Vous avez la construction qui, effectivement, est sur le podium. C'est un peu normal. On comprend qu'au travers des différents métiers de la construction ou différents acteurs qui représentent cet écosystème, peut y avoir des risques, en tout cas d'entreprises à comportement frauduleux. Il y a des secteurs comme la téléphonie également, où on peut constater énormément de fraude. Alors, de différentes façons, que ce soit de dirigeants, clients, fournisseurs. Il est vrai qu'il y a certains voilà, l'information et la communication, il y a certains secteurs d'activité qui sont vraiment propices au développement de ce comportement. Là, on peut peut-être passer, puisque là, on a vu à peu près le top, voilà. Alors, l'analyse de la situation des entreprises. C'est vrai que comme on collecte des informations sur le marché, enfin sur l'intégralité du marché, sur la France, on est capable on le fait d'ailleurs au travers de différentes études et au moins 3-4 fois par an, on édite le profil des entreprises, on regarde voilà, quels sont le comportement de ces entreprises, comment elles se situent sur le risque financier, les défaillances. Voilà, on agrège l'intégralité des entreprises, on analyse l'intégralité des entreprises françaises. Alors aujourd'hui, le risque financier a explosé puisque entre 2021 et 2025, c'est une augmentation de plus de 387%. Donc, ce qui est colossal. Mais ça, on l'a vu, si on regarde l'évolution du risque de défaillance sur ces années-là, il ne fait qu'augmenter. Là, encore une fois, on peut quand même mettre en regard les créations, mais ça ne va pas annuler ou réduire ce risque financier. C'est juste que c'est un paramètre à prendre en considération dans l'analyse. Donc, il y a des répercussions, effectivement, on en a parlé sur les défaillances. Aujourd'hui, on est sur un niveau record. Le plus gros record qui avait été constaté dans les précédentes crises étant environ 63 000, 65 000. Là, aujourd'hui, on est à 76 000. Donc, clairement, on est sur une évolution très forte du risque de défaillance. En tout cas, des défaillances, pardon, parce que là, on parle bien de défaillances constatées. Alors, 197%, c'est l'évolution du gearing médian. Voilà. La trésorerie est sous pression, les tensions sur le BFR, bien évidemment. Aujourd'hui, alors, nous sommes ravis d'avoir édité ce baromètre parce que ça nous a permis également, en tant que fournisseur de données, de travailler d'autres informations et de pouvoir calculer le gearing ou de calculer le free cash flow. Ce sont des choses qui, effectivement, de parler en tout cas du free cash flow et du gearing, qui est cette capacité à mesurer, on va dire, à mesurer la capacité des entreprises à financer leur croissance. Alors, évidemment, elles peuvent financer leur activité, pour certaines qui ne seraient pas en difficulté. Ça, on peut le regarder. Des fois, c'est très tendu et selon des tailles, selon des formes ou selon des secteurs. Néanmoins, ce qui est intéressant, lorsque les entreprises clientes de Credit Safe travaillent avec d'autres entreprises,
que ce soit des clients ou des fournisseurs, hein, parce que par définition, une entreprise, elle est forcément cliente et fournisseur d'une autre. Donc, nous, on regarde vraiment l'analyse des entreprises, peu importe la relation qu'une entreprise fait de l'exploitation des données Credit Safe. De regarder ces indicateurs beaucoup plus axés sur la trésorerie, c'est ce qu'on souhaite faire, ça fait partie de nos évolutions. On a démarré le travail cette année et on va vraiment accélérer sur 2026. Il est vrai que dans tous les webinaires, j'annonce un petit peu comme ça des innovations. C'est en avant-première qu'on va vous le dire aujourd'hui. Donc, on va regarder, on a créé cet indicateur pour justement que les entreprises puissent analyser cette capacité à financer la croissance. Parce qu'aujourd'hui, le financement de la croissance, on en parle depuis des années. Enfin, moi, voilà, de toute ma carrière, j'en ai entendu parler. Mais aujourd'hui, ça devient une nécessité. C'est-à-dire que lorsque vous analysez un tiers, vous ne regardez pas au-delà, on va dire, de ce qui était habituellement utilisé pour analyser les tiers. Je pense qu'on fait une erreur pour préparer la propre croissance de sa propre entreprise et la performance de sa propre entreprise. Donc, tous ces indicateurs seront présents dans les rapports. Les délais de paiement, c'est important de les regarder, bien évidemment. On en parle depuis longtemps. On a un programme qui permet d'analyser les expériences de paiement. Là, encore une fois, peu importe la relation, il est important de regarder, même si je regarde un fournisseur, à combien ce fournisseur paye ses autres fournisseurs. Parce que, par ricochet, si cette entreprise présente des difficultés pour payer ses fournisseurs, il y a de fortes chances que ma commande n'arrive pas à temps ou voire pas du tout. Et donc, je vais mettre en péril ma propre production, donc la livraison de mes propres commandes, etc. Et là, on fait le tour du manège. On fait un tour de manège. Donc, les délais de paiement, aujourd'hui, ils ont augmenté. Alors, encore une fois, on est encore dans des contextes économiques, comme ça a été présenté par Eric, tendus. Il y a des jeux géopolitiques qui sont aussi à prendre en considération. Tout ça, évidemment, ça a un impact sur les délais de paiement. Les délais de paiement, c'est vraiment très important. Donc, le free cash flow, j'en ai parlé un petit peu en même temps que du gearing. C'est important de bien regarder cette dimension. Et les litiges et les fraudes, là encore une fois, les litiges Credit Safe, aujourd'hui on a l'exhaustivité, on va dire, des procédures, donc on est capable de vous donner des informations sur les procédures collectives, également sur les contentieux, en position défendeur ou demandeur. Alors évidemment, défendeur, c'est l'insight à regarder, puisque si vous contractualisez avec une entreprise qui présente beaucoup de contentieux en position défendeur, là, encore une fois, ça donne des signes. Et puis, l'analyse des stocks, bien évidemment, là, encore une fois, on va essayer de matérialiser tout ça, mais en tout cas, c'est une information qui est collectée, hein, qui est à disposition dans les rapports. Aujourd'hui, c'est vrai on pourrait tout à fait la rendre un petit peu plus accessible en lecture directe. Ça peut être une idée d'ailleurs. Mais ici, vous avez vraiment les indicateurs clés, les scores clés, en tout cas les informations clés, même si aujourd'hui on n'est pas des directeurs enfin des DAF, hein, je veux dire, on est capable d'analyser très rapidement le risque sur l'entreprise avec laquelle je suis sur le point de contractualiser. Voilà, donc là on a vraiment un panorama de tout ce qui est euh, alors plus que collecté, mais travaillé par Credit Safe pour vous rendre la lecture plus facile et en tout cas une analyse la plus complète possible sur le risque. Voilà. Alors, les datas, comment on les... Alors, elles sont exploitées par toutes les directions, hein. C'est vrai que lorsque je vous ai dit, vous avez vu, j'ai parlé un petit peu en position de credit manager ou bien en position d'acheteur, peu importe. On travaille également avec des directions commerciales. Qu'est-ce qu'on fait pour elles? Par exemple, quand on analyse les liens capitalistiques, ce sont des dimensions, là aussi, je ne l'ai pas tellement mis, mais c'est à prendre en considération dans l'évolution, dans l'analyse, pardon, du tiers avec lequel on contractualise. Et d'analyser les liens capitalistiques, c'est aider le département vente à faire des ventes peut-être plus importantes, avec de plus fortes marges, ou en tout cas de couvrir l'intégralité d'un compte, d'aller contractualiser, enfin de mettre en place un contrat cadre, de donner des perspectives aussi de développement aux forces de vente.
Donc, on travaille également toutes ces informations, que ce soit les directions financières ou toutes les directions métiers, utilisent nos données de différentes façons. On peut les implémenter, on peut effectivement, il y a des partagés par des outils, ça rentre dans des gestions de projet et puis de l'accompagnement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comment on exploite les données Credit Safe? Via le mode SaaS, via les API, différentes formes d'API. Vous avez l'API que les clients peuvent développer eux-mêmes, ou bien on aurait un connecteur avec des éditeurs. On a des connecteurs avec tous les éditeurs du marché aujourd'hui. Donc, peu importe. Bon, après, il y a les échanges de fichiers. Ça, c'était la livraison, on va dire, le mode de livraison ancien. Et puis, bien évidemment, moi, je mets l'accent parce que ça, c'est très important, l'accompagnement. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin de technologie, elles ont besoin de conseils, elles ont besoin d'informations. C'est précisément aujourd'hui ce qu'on vous présente dans ce webinaire avec la DFCG, avec Milo et puis Credit Safe. C'est en tout cas, ces trois piliers et ces trois besoins pour les entreprises aujourd'hui. C'est la façon dont nous, on peut en tout cas vous accompagner sur le développement de votre entreprise. Voilà, on peut peut-être passer. Après, il y a un accompagnement fait par Credit Safe, bien évidemment, dans la démarche de vente. Mais aujourd'hui, vraiment, si je dois faire une synthèse, c'est le conseil, la technologie et les données. Alors, les KPI clés, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, au moins, ça vous permet de visualiser ce qu'est un rapport Credit Safe. Est-ce qu'on peut y retrouver en haut, moi j'appelle ça, enfin le bandeau, j'aime beaucoup en tout cas, et nos clients aussi, parce que vous avez une lecture synthétique de l'analyse du tiers. Alors, bien évidemment, vous avez plein d'onglets pour aller rechercher en détail des informations. Comme vous l'avez compris, tout ceci peut être exporté dans vos systèmes. Mais aujourd'hui, voilà, nous, on accélère, enfin, on innove beaucoup autour de ce bandeau, le rendre le plus complet possible. Donc, comme vous l'avez compris, on ne peut pas tout afficher non plus. Donc, c'est pour ça que vous avez des sous-onglets dans le sous-onglet score. Là, on voit bien que on met en évidence plusieurs scores. Vous avez d'ailleurs plusieurs échelles. Vous avez aussi tous les scores qui peuvent être regroupés ici dans cet onglet. Voilà le bandeau, enfin, en tout cas, le rapport. Credit Safe a fait le choix de remonter toutes les informations sur un seul et même rapport qui d'ailleurs est uniformisé, quels que soient les pays. Voilà, vous aurez toujours la même lecture. Alors évidemment, d'un pays à l'autre, tout dépend des informations qui sont disponibles sur le pays, parce que tous les pays ne produisent pas autant de données que la France. C'est-à-dire qu'en gros, hein, certains pays ne demandent pas à leur entreprise de produire ou de publier autant d'informations que la France. Donc ça, on peut le comprendre, mais néanmoins, tous les rapports seront construits de la même façon et auront la même lecture. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être passer. Merci à toi. Voilà, Donc, parce que c'était la merci à dernière Diane slide. et à Laurent qui ont ouvert leurs armoires, leurs boîtes noires sur leur compréhension du marché et la manière dont ils peuvent être aidants. Pour vous donner des conclusions et perspectives, avant de laisser une porte ouverte aux questions, au titre de la synthèse de nos échanges, je pense qu'il y a 6 points que vous devez garder en tête. Hein. Donc le premier, c'est le fait que 63% des répondants déclarent ne pas suivre régulièrement leur délai moyen de paiement de leurs clients. Donc aujourd'hui, normalement, ce n'est plus admissible. Donc ça, c'est à vraiment réformer au plus vite. 41% donc, des directions financières n'ont aucun plan d'urgence en cas de fraude. Comme la fraude est répétitive, là, de la même manière, il faut vraiment comprendre les scénarios de fraude et surtout éviter qu'elle continue. Hein, penser des paiements de situation de travaux. Lorsque l'IBAN est rentré pour l'ensemble des chaînes de paiement, il ne faut pas se contenter
du paiement qui est identifié, mais de vérifier ce qu'il y a dans le système, agir rapidement, pouvoir porter plainte. Lorsqu'on parlait de société mule avec Laurent et donc des sociétés dans d'autres pays avec les rebonds, l'argent part très vite et si on n'agit pas rapidement, ça devient mission impossible. Transformer vos data ou récupérer des data collaborés afin de créer de la confiance. Et pour ce faire, faire de la prévention un réflexe, donc bien former les gens et pas une réaction. Parce que plus il y a des personnes en capacité de réagir parce qu'ils ont compris ce que peut être les signaux faibles, plus vite on peut limiter les dégâts. D'un point de vue technologique, on se rend compte que on ne peut plus se contenter de logiciels faisant des relances automatiques avec des textes identiques. On a besoin de rendre la chose plus rapide, donc tout ce qui peut tourner autour de l'automatisation est important, mais surtout de personnalisation. Donc par rapport à la taille du client, par rapport à l'évolution de ces délais de règlement, il faut vraiment que la personne qui reçoit la relance ait bien l'impression que c'est une relance personnalisée et pas le même texte qui lui est fait chaque semaine, faute de quoi il n'y prêtera pas attention. Alors, les directions financières ont un cerveau et Excel qui leur est greffé historiquement, donc pas de problème dessus, mais des gens comme CreditSafe et Milo avec leur portail, avec leurs API, peuvent vous permettre d'avoir des solutions donc dédiées, c'est-à-dire plus rapides en réponse et surtout full sur votre périmètre. Donc, ayez en tête de dépasser ou de compléter Excel avec X solutions dédiées qui ont soit dans leur feuille de route l'IA, soit sur lequel vous allez capitaliser aussi. Les agents IA, on en parlait avant le webinaire, sont dorénavant une vraie révolution depuis à peu près un semestre. Et dernier enseignement en termes de synthèse, une entreprise sur 20 présente déjà des signaux faibles de fraude. Donc si vous n'êtes pas doté pour détecter ces signaux faibles de fraude, vous risquez de continuer à travailler avec elle. Et le jour où vous prenez une ardoise, vous avez vu les niveaux de trésorerie pour les PME qui sont qu'en centaines de millions d'euros, voire pour les ETI qui ne sont qu'en millions d'euros, moyenne à 2 millions d'euros. On ne peut plus se permettre, entre guillemets, de disposer de signaux faibles ou de ne pas se doter de signaux faibles pour réagir et couper une relation commerciale qui pourrait être nuisible. Je passe la parole maintenant à Marie-Hélène Pébel, ma présidente nationale au sein de la DFCG, pour son mot et son regard. Merci Eric, merci beaucoup. Moi, j'ai été ravie de faire partie de ce groupe de travail qui a produit ce baromètre du cash des entreprises et également toute l'étude qui est concomitante au baromètre dont vous allez avoir la révélation après, avec une trentaine de pages, beaucoup de conseils. Pour moi, pour bien gérer sa trésorerie, il y a trois choses à faire, trois facteurs clés de succès. D'avoir une très grande
différentes disciplines financières, c'est le premier, c'est comme un triptyque gagnant, hein, voilà. C'est le premier sujet, que la direction financière soit très impliquée sur ces sujets. Deuxièmement, faire appel à l'innovation technologique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de prestataires, et j'en profite pour remercier CreditSafe et Milo pour toute l'implication qu'ils ont eue dans le cadre de cette étude et de ce baromètre, et tout ce qu'ils viennent de nous dire aussi en termes d'explication. Et le troisième sujet pour moi, c'est la sécurisation des flux. Et aujourd'hui, on voit avec les fraudes qu'effectivement, il y a un travail de prévention et un travail aussi d'organisation qui est à mener. Je fais un parallèle avec également ce baromètre du cash, c'est un baromètre de la trésorerie. Je fais un parallèle avec le baromètre des délais de paiement qui est également fait par la FIGEC et la FDCC et qui montre effectivement, qui explique aussi qu'aujourd'hui, il y a un besoin de trésorerie de 13 à 14 milliards d'euros en France, parce que nous avons des délais de paiement qui sont revenus, un retard de délais de paiement qui sont revenus au niveau de la période Covid, c'est-à-dire 14 jours de retard. Malheureusement, ce sont les grandes entreprises pour 50% qui ne payent avec du retard, et au contraire, 60% des PME payent en deçà de 60 jours. Et tout ça peut expliquer aussi les vases communicants et les difficultés et les défaillances des entreprises aujourd'hui. Je tiens à remercier donc nos partenaires. Je tiens à vous dire également que la DFCG, ce travail a pu être fait. L'idée vient des Hauts-de-France, de Éric Casper, mais ce travail a pu être fait avec le groupe d'échange cash et financement que nous avons à la DFCG, qui est un groupe d'échange qui fait beaucoup aussi d'études et d'animation de webinaires, et que tout ça, ça montre toute la collaboration qu'on peut faire à la DFCG par rapport à nos enjeux et nos métiers de direction financière, toute l'aide que la DFCG peut fournir. Et donc, je vous suggère fortement je remercie Isabelle Crouzil, Dominique Chénaud et Anan Salemi qui sont dans ce groupe financement et trésorerie de la DFCG et qui ont été contributeurs aussi de cette étude. Et je vous suggère à tous ceux qui ne sont pas adhérents à la DFCG de rejoindre la DFCG et en particulier ces groupes d'échange. Merci beaucoup, Eric. Non, c'est moi qui te remercie. Donc, vous pouvez accéder au baromètre avec ce QR code. Donc, dans ce que vous allez recevoir, vous aurez la possibilité, donc bien évidemment, d'avoir le support en PDF. Vous allez avoir l'accès au baromètre, donc la trentaine de pages de cette première édition, et peut-être le communiqué de presse que l'on prépare, ce qui vous permettra, face à vos équipes, entre un lien YouTube pour récupérer le webinaire qu'on vient de passer avec vous, le support et l'étude et le communiqué de presse, d'avoir un niveau d'information du niveau direction au niveau collaborateur, et que chacun puisse y retrouver des idées pour lui, puisque on a bien vu que si on n'évangélise pas, si on ne prévient pas, eh bien on est juste voire en détection ou en curation, et donc il est parfois trop tard. Donc faites attention. Il nous reste 5 minutes avant de vous libérer. Donc sur les questions-réponses, il y en avait quelques-unes que l'on avait préparées. Vous découvrirez sur le support à la fin nos remerciements et les contacts. Et donc, il y avait quatre questions. J'aimerais bien, sur la dernière, entre guillemets, jusqu'où l'IA doit-elle intervenir dans la lutte antifraude et le pilotage financier, laisser la parole à Laurent et Diane pour expliquer la recherche qu'ils ont des deux côtés, pour faire en sorte d'avoir plus qu'une veille pour nous aider. Parce que je sais qu'il y a déjà un docteur, et depuis un moment au sein de Milo, sur l'intelligence artificielle, qui a un groupe en projet de réunir les data scientists, data ingénieurs de la région des Hauts-de-France pour qu'ils échangent sur leurs bonnes pratiques. Et je sais qu'il y a, avec au moins Thomas Bonte et ses équipes, un pôle R&D. Donc, est-ce que chez CreditSafe,
Est-ce que vous pouvez nous en dire un ou deux mots, chacun 2 minutes, pour nous permettre d'arriver à midi et de remercier notre communauté? Laurent, Diane, celui qui est le plus à l'aise pour illustrer les deux. Bon, bah, je vais commencer. Alors, c'est vrai que nous, comme je l'ai évoqué, on travaille déjà depuis longtemps, enfin, ce pôle un peu d'excellence, c'est-à-dire qu'on travaille la création d'indicateurs. Enfin, moi, ça fait 8 ans que je suis Credit Safe et déjà dès le Covid, on a mis en place, on a su réagir au travers de la donnée, mettre en place, on a créé l'indicateur d'exposition, derrière, on a créé l'indicateur de suspicion de fraude, on a créé le POD et le PEI, qui sont, excusez-moi, les probabilités de défaut et de paiement. Là, j'avais poussé en fin d'année dernière le fait de créer le free cash flow, enfin de donner de la visibilité, de travailler ces sujets, idem pour le gearing. Donc, ce qui a amené cette étude aujourd'hui et ce qui a amené ce travail. Et puis, on ira encore plus loin puisque on n'a pas de limite dans la créativité autour de la donnée. Au fond, je m'en aperçois de plus en plus, alors que je suis sur ce marché de la data, sur l'infofie depuis des années. Mais j'avoue que limite, je me demande comment il n'y a pas pensé avant, parce que ces informations, elles sont là depuis des années, en fait, hein. Je veux dire, on va chercher comme ça dans les bilans, dans les choses comme ça. Donc, c'est intéressant parce que, en tout cas, on a des perspectives vraiment pour 2026-2027. Ce travail autour de la donnée, pour nous, oui, vraiment, on en fait vraiment un axe d'innovation et de développement pour nous. Ouais. Laurent? Oui, bah, en fait, comme Credit Safe, le sujet, c'est il y a beaucoup de données, donc comment ne pas s'y perdre, quels outils utiliser, et c'est là où l'IA, parce qu'en fait, quand on pense IA, on pense à ChatGPT et l'IA générative, mais il y a énormément de sujets autour de la modélisation statistique, et donc à données équivalentes, comment on réussit à être plus performant. Et en effet, donc c'est pour ça qu'on a recruté un docteur il y a 2 ans maintenant chez Milo. Donc, comment faire pour avoir des prédictions plus fiables et quel modèle utiliser, puisque la régression statistique avec des points, etc., c'est très bien quand on a quelques données. Quand on commence, ça fait longtemps qu'on parle de data lake, etc., c'est qu'en fait, on est submergé de données et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour être capable d'en extraire quelque chose de directement utilisable. Donc, il y a vraiment un sujet sur la statistique. Et tout à l'heure, tu parlais en disant, bon voilà, en gros, comment on passe d'Excel à la nouvelle génération, en termes de performance, en termes d'automatisation. Et puis, comment, en fait, on va aller consolider tout ça pour, en fait, sortir des alertes et faire en sorte que l'humain ait encore un vrai rôle, mais sur les dossiers en jeu et pas sur les dossiers qui roulent. Et c'est là où, entre la fraude et la cotation financière, on a vraiment des sujets qui sont intrinsèquement liés et sur lesquels ça mérite vraiment de travailler, parce que finalement, l'évaporation de cash, c'est ce qu'il y a de pire en termes de risque pour les entreprises. D'accord, bah merci. J'ai juste besoin dans ce cas-là d'un oui et d'un non à une autre question. Est-ce que vous faites des POC pour les PME et les ETI, hein, donc preuve de concept, pour les aider à se convaincre, entre guillemets, au-delà d'une présentation, hein, sur un échantillon ou sur leurs données, qu'il est vraiment possible d'avoir un avantage concurrentiel et de pérennité pour l'aide au passage à l'acte. J'ai mon micro. Ouais. Bah, Vas-y, non, Diane. vas-y, Laurent. Ouais. Donc oui, et évidemment, parce qu'en fait, on peut vous raconter que ce qu'on fait, c'est chouette, rien de tel que de le mettre à l'épreuve du feu. Donc voilà, vous avez nos coordonnées ici. Vous avez des cas sur lesquels vous avez des questionnements, vous voulez tester une partie de votre portefeuille de fournisseurs ou de clients, etc. Eh ben, n'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir vous montrer la puissance de l'outil. Et je pense que Diane, voilà, je te passe le relais, mais pareil. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que, alors, nous, bon, on peut faire des proof of concept, mais pas tellement, parce qu'en fait, on n'est pas un éditeur.
Vraiment, nous ne sommes pas apparentés sur de la techno. On utilise de la techno pour livrer nos clients, mais voilà. Alors, par contre, on répond à des enjeux où là, vraiment, on s'intéresse plus, on fait des ateliers avec nos clients sur le choix des données, les aider à intégrer nos datas dans leur système, voir comment ils peuvent eux-mêmes aussi les grouper, les agréger avec des données internes pour donner naissance à des indicateurs internes que eux-mêmes, nos clients, créent. Enfin, voilà la façon dont on accompagne aujourd'hui le marché. Mais effectivement, on est on va dire, des acteurs dans les proof of concept qui peuvent être mis en place pour des clients ou des grands comptes lorsqu'ils veulent travailler sur des approches plus personnalisées qui colleraient à leur organisation et à leur process interne. Voilà. Eh ben, en tout cas, On travaille avec des... Oui. très fier de vous. On a dépassé de 2 minutes, donc on vous présente nos excuses et on espère qu'on aura réussi à vous passionner. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci Marie-Hélène, Diane et Laurent. Je pense qu'on va pouvoir rester quand la fin de l'événement va être pris en compte par Astrid. Donc, merci pour les messages. Ça fait plaisir.